Et bonjour à tous, c'est Malice. J'ai eu l'occasion de me rendre à la soirée de lancement des Héritiers d'Aguéon de TPU chez Kana Édition. Donc j'ai pas pu en fait vous prendre l'essentiel de ce qui s'est passé. Par contre, j'ai pris la quasi-totalité de la conférence liée au manga français, à TPU, son œuvre et tout un tas de choses. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Le rythme il est un petit peu différent et on a tendance à être, je sais pas vous, mais on a tendance à être de plus en plus discipliné quand la deadline elle approche. Donc là, on commence à avoir des journées vraiment qui se répètent. Mais oui, en général, c'est réveil à heure fixe. On fait voilà, le matin, je vais faire par exemple du mail. Voilà, toutes les petites tâches que je dois faire. Ensuite, hop, je vais commencer ma journée de boulot jusqu'au déjeuner. Après déjeuner, je reprends. Je vais peut-être me faire une petite pause l'après-midi, que ce soit pour sortir, ou alors faire du sport ou n'importe quoi. Et puis, je vais souvent bosser jusqu'à 21h, 22h, un truc comme ça. Soit jusqu'à ce que j'ai fini mon quota de la journée, soit j'ai pas fini. Dans ce cas, j'ai bossé jusqu'au coucher parce que voilà, je suis un petit peu en retard ou alors ça me dérange pas. Voilà, il y a des journées où ça peut me gonfler. Il y a des journées où vraiment je vais pas me forcer, je vais voilà, bosser jusqu'au coucher, aucun souci quoi. Ouais, grosso modo. Ouais, à peu près pareil. En général, j'essaye de me fixer des objectifs par exemple par journée. Par exemple, le matin, je me dis bon, je dois faire peut-être 2 crayonnés de pages. Ensuite, l'après-midi, finir les ancrages. Et comme ça, je me dis voilà, à chaque journée, j'ai un objectif, c'est au moins de finaliser une page pour encourager la création et de se dire j'ai pas trop envie non plus. Il y a une progression et on se dit parce qu'il y a quand même énormément de pages. Et je me dis comme ça, c'est progressif. J'essaye de toujours finir sur quelque chose de positif dans la journée pour pouvoir réenchaîner ensuite. À peu près. Pour revenir au truc positif, je fais un peu pareil. Mais du coup, moi, j'ai toujours du mal à démarrer une planche à partir d'une feuille blanche. Donc, j'essaye de toujours terminer ma journée avec un crayonné. Comme ça, le lendemain, je peux repartir sur un truc qui est déjà démarré. Après, c'est un petit peu comme mes voisins à gauche. Le matin, je check mes mails. Et puis après, je me donne je fais mon objectif de la journée. En général, c'est jamais en ce moment, c'est pas très productif, j'avoue, mais j'essaie de faire toujours une planche au moins par jour. En plus, en traditionnel, ça prend pas mal de temps quand même. Et puis je m'arrête à 20h. 19h parfois. Pour ma part, je ne comprends pas comment vous faites, vous, pour être aussi discipliné, parce que moi, c'est complètement chaotique. Généralement, effectivement, plus la deadline arrive, plus on est discipliné. Généralement, moi, j'essaie de discipliner avant, et en fait, plus ça va, et plus je me dis, il faut que je fasse ma planche au bout de la journée, sauf qu'évidemment, à 19h, elle n'est pas terminée, et je me dis, bon, allez, ça va être terminé à 22h, à 22h, c'est pas terminé. Donc je vais pousser jusqu'à minuit, à minuit c'est pas terminé. Moi je dis bon allez, on va jusqu'à 1h30, ça va quoi. Et finalement on arrive jusqu'à 5h du matin, et en fait à 5h du matin je suis complètement crevé. Et donc je dors, et donc en fait je suis complètement décalé, et en fait c'est chaotique depuis que j'ai commencé à faire du langage. Je sais pas comment vous faites vous pour avoir parce que moi c'est n'importe quoi. Et donc généralement ce que je fais c'est que je suis un truc de en fait, j'ai quelque chose de plus sympa, c'était non, c'était une chauve-souris insomniaque. Mais on peut dire non, non, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire des planches, une planche par jour. Et pareil, moi je suis en train de faire, et donc à la plume, je sais pas comment toi tu travailles à la plume ici, donc c'est vrai que tu peux s'appuyer dans le pot d'entre les chines et attendre que ça sèche, ou alors on attend pas que ça sèche, on met sa main et puis il va falloir du blanc, donc il faut attendre que ça sèche encore. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est très chaotique, et j'espère arriver à votre discipline, parce que moi j'ai appris. Bonsoir.
Alors, pareil, je rejoins le rang des chaotiques, mais c'est plus pour le contexte. Autant pour le tome 1, j'avais une certaine rigueur et régularité parce que j'avais assez de temps, donc je pouvais me permettre de faire 1 à 2 planches par jour. Je voulais un peu aussi la façon de procéder. Je commençais par un petit croquis le matin, mais pas du manga, mais plutôt d'un dessin que j'ai envie de faire, qui m'amuse. Comme ça, je pars sur une note positive, c'est ça que j'aime bien aussi. Et après, je commençais à faire mon ancrage en suivant mon storyboard. Sauf que pour le tome 2, j'avais. Là, le tome 2, je l'ai fait en 5 mois. Voilà, 5 mois. Et du coup, en fait, dites-vous que j'ai fait une version 1 qui était diffusée au salon d'agriculture avec les produits laitiers. Je l'ai fait en 2 mois. Et j'avais un assistant dessinateur aussi qui m'aidait, qui m'épaulait dessus. Et donc, c'était une routine différente. Donc, j'avais énormément d'heures de temps de travail que je mettais sur les planches. Et donc, oui, je finissais tard, mais en même temps, c'était un processus intéressant du fait de pouvoir encadrer un assistant, lui donner un peu une planche tendance pour qu'il sait à peu près c'est quoi mon style de tramage. Et au final, le tome 2, il va sortir bientôt. Et bientôt, très, très juin. Mais je suis vraiment content de voir ton travail, en fait, parce que ton ancrage, pour moi, il est assez cool. Et donc, j'aimerais bien qu'on redise encore bravo. Non. C'est toi ce soir qui va me dire. Mais ouais, du coup, rythme un peu chaotique, mais pas l'affaire, c'est des challenges. Voilà. Je te reprends. Et du coup, dans vos étapes de réalisation de planches, est-ce que vous avez quelque chose que vous préférez, le storyboard, le crayonnage, l'ancrage? Est-ce que vous avez quelque chose que vous préférez faire par rapport à un autre? Alors du coup, il y a plusieurs étapes, il y en a 4 grandes, on va dire. Donc voilà, il y a le scénario, le storyboard, crayonné et l'ancrage. Voilà, après crayonné et ancrage, on peut le mettre ensemble. Donc en gros, ça va être la finalisation de la planche. L'étape que j'aime le moins, c'est le scénario, forcément parce que des fois c'est galère, c'est dur. Je fonctionne beaucoup à l'instinct et ça peut arriver que 80% du tome, vraiment, je vais le pondre en quelques jours. Et puis il y a une scène en particulier, c'est-à-dire je sais grosso modo ce qui se passe, c'est-à-dire de façon déconstruite un peu la structure, je sais comment ça aboutit. Mais de quelle forme? C'est quoi le détail de la scène? Là, vraiment, je patine. Et ça peut arriver que je patine pendant 2 semaines sur la même scène et j'avance pas. Et du coup, j'essaye de mettre dans ma bulle, je mets ma musique, là, vraiment, comme ça dans ma chambre, je bouge plus. Et j'attends que ça vienne tout seul. Et vraiment, j'avance à pas de nain chaque jour, quoi. Donc c'est assez compliqué, sachant que, d'autant plus quand, en plus, notre scène, elle ressemble pas à des œuvres, des films, des séries ou des trucs. Vraiment, il n'y a aucune source d'inspiration possible, donc c'est un peu galère. Ensuite, dans la partie dessin, donc storyboard, crayon et ancrage, moi c'est le storyboard que je préfère parce que c'est là on part de zéro. C'est que vraiment que l'œuvre elle prend forme et qu'on peut la lire, on peut la faire lire aussi. En soi, l'œuvre on pourrait la faire lire au storyboard à tout le monde. Hein. Mais bon, en librairie ça passe pas trop. Forcément, faut des petits dessins un peu détaillés quand même. Voilà. Mais ouais, le storyboard c'est vraiment ce que je préfère. C'est pas la plus simple, forcément. Et c'est là où tout est possible, vraiment, on se fait kiffer. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est une phase où on pense pas aux conséquences, justement. C'est un peu genre, tu vas faire tes courses et tu remplis ton caddie, tu regardes pas les prix. Ouais. Tu te fais kiffer, genre, allez, vas-y, je me mets ça, je mets des explosions. Là, il y a un building qui va tomber ou je sais pas quoi, il y a un hélicoptère qui va exploser et je me fais kiffer. Et en fait, le crayon et ancrage, c'est le moment où tu passes à la caisse. C'est-à-dire là, faut assumer. Là, tu te faisais un kiff au storyboard, en plus c'est au début, donc tu dis c'est bon, j'ai le temps. En général, sur la fin de ton temps, quand tu te rapproches de la deadline, c'est là où vraiment t'as pas de temps, t'es en galère, et là tu te dis putain, pourquoi j'ai décidé de faire une manifestation, une scène comme ça de débordement, pourquoi j'ai décidé de faire ça, et ouais, donc c'est moi en fait, c'est la partie crayonnée en crash, c'est là où je mets un peu mon cerveau, je rentre pas en mode automatique. Après, c'est quand même agréable de voir voilà, la forme que ça prend, quoi. Donc voilà, moi, on va dire c'est le storyboard que je préfère.
Alors moi personnellement, c'est toutes les étapes. C'est bien. Après, parce que après il y a des hauts et des bas dans toutes les étapes forcément. Et après, quitte à choisir, je pense que ce serait plus scénario storyboard, parce que à l'étape du scénario, alors c'est assez contradictoire, parce que c'est à la fois c'est satisfaisant de pouvoir créer son histoire et en même temps ça casse sacrément les pieds des fois, parce que il y a certains, comme il le disait, il y a certains moments où on n'a pas l'idée, il y a une scène qui nous manque et ça nous met, des fois ça m'est arrivé de prendre des jours, des semaines pour réfléchir pour débloquer une idée. Et ouais, c'est vraiment très prise de tête, mais c'est aussi le plus intéressant parce que c'est là où on se dit, c'est quoi le sens que tu veux donner à ton histoire, et je pense que c'est un des trucs les plus importants. Parce qu'après, tout ce qui est mise en forme, storyboard, crayonné, ancrage, ça c'est autre chose. C'est juste, et peut-être que c'est pas obligé d'être aussi précis. Après, moi j'aime bien écrire ça comme un roman. J'aime beaucoup écrire. Mais en fait, et aussi écrire les dialogues en avance parce que ça va être vachement à l'étape du storyboard. Parce que si j'invente le dialogue dans le storyboard, je trouve que mon storyboard il sera beaucoup plus lent à faire. Alors que si j'avais déjà réfléchi en amont à tous les dialogues, mais c'est pas forcément de manière précise, mais juste qu'on ait le sens premier où on se dise ah ok c'est ça le vrai ce que je veux faire comprendre au lecteur, et après s'il y a besoin de remanier des choses on peut le faire un peu plus tard, même à l'étape du crayonné ancrage il y a toujours moyen de repenser son dialogue, donc voilà, je dirais que c'est le scénario qui pour moi est le plus important. J'ai envie de dire aussi que le scénario, c'est l'étape que je préfère, parce que c'est le moment où je vais pas forcément réfléchir le plus. Je vais juste me faire plaisir, en fait. Enfin, c'est là où je suis le plus en mode création, où je vais faire me crayonner, où je vais mettre ma musique vraiment à fond. Et juste laisser poser mes idées, laisser le temps passer aussi, le temps que ça vienne, que ça reparte. C'est un petit peu un petit moment de liberté. Bon, après, quand ça approche de la deadline et que j'ai toujours pas trouvé les bonnes idées, ça devient un petit peu serré, mais en général, non, c'est vraiment un moment où je souffle, où je suis juste avec mon carnet de croquis et je suis en création pure, quoi, où je pose mes idées. Et puis après, il y a les storyboards. Et là, faut réfléchir. Et là, j'aime beaucoup, moi. J'aime même pas du tout l'étape des storyboards, alors que c'est quand même la plus importante, et pourtant c'est là aussi le moment où je vais vraiment raconter mon histoire. Mais là, je peux plus mettre ma musique, parce que sinon je me laisse trop emporter, et je suis plus objective. Enfin, ça part en cacahuète. Donc non, je suis obligée d'être concentrée. Et moi, j'ai des soucis de concentration, donc c'est pas le meilleur moment. Enfin, c'est quand même un bon moment, hein, mais c'est pas celui que je préfère. Puis voilà. Après, j'aime bien l'ancrage, c'est cool. Et puis le scénario. Moi, je rejoins aussi un peu beaucoup Phil. C'est le scénario qui m'intéresse le plus, dans le sens où c'est là où je réfléchis à fond. Alors pour le coup, moi j'aime bien réfléchir à ce moment-là. Et quand j'écris, enfin, en tout cas si c'est des projets perso, j'écris plus le dialogue, et j'ai l'impression que c'est vraiment le dialogue qui va me permettre de faire ensuite la mise en scène. Quand j'écris mes scénarios, le dialogue est très important parce que c'est comme si je lisais un script de film ou une pièce de théâtre, et j'ai l'impression d'avoir des acteurs, alors les acteurs qui sont dans ma tête évidemment, de multiplicité de personnalités à l'intérieur de mon cerveau, mais voilà, donc c'est eux qui me permettent de fluidifier, de donner le rythme au récit. Ensuite, au niveau du storyboard, j'aime beaucoup le storyboard aussi, mais c'est plus une prise de notes, parce que lorsque je lis les dialogues que j'écris, j'ai déjà en fait les scènes en tête, mes cadrages, mes plans, et non vraiment la phase de storyboard, en fait, c'est vraiment une prise de notes pour pas oublier, quoi.
Et généralement, c'est aussi là où je me dis, contrairement à toi, en fait, je sais que je vais passer à la caisse aussi, donc en fait, je ne veux pas passer à la caisse, donc généralement, je fais tout pour ne pas passer à la caisse. C'est-à-dire que si jamais je peux faire une grosse bulle pour cacher deux pots de fleurs que j'ai pas envie de dessiner, donc voilà, le storyboard me permet de faire ça. Et ensuite, moi, l'étape que j'aime le moins, finalement, c'est ça va être paradoxal par rapport à tout ce qui a été dit, mais moi, le crayonné, j'aime pas ça. J'aime pas le crayonné parce que je me dis, c'est vraiment à ce moment-là où je réfléchis, j'ai pas envie de réfléchir. Réfléchir à quoi? Réfléchir à la pose, réfléchir à, il faut que ça soit juste, peut-être pas bon anatomiquement par exemple chez un personnage, mais juste. Et là, ça devient compliqué. Et donc, j'aime pas cette étape du crayonné. Donc, du coup, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est que j'ai décidé, pour aussi gagner du temps, c'est de sauter cette étape du crayonné, c'est-à-dire faire juste des refs et dessiner à l'ancrage comme peuvent le faire beaucoup de mangaka parce qu'ils n'ont pas de temps. Et notamment un mangaka, enfin c'est plus l'auteur de Arion et de Venus Wars, qui est un dessinateur extraordinaire où en fait il n'a même pas besoin de crayonner, il dessine à même la page blanche avec une plume. Pas avec une plume, avec un pinceau. Donc moi je suis pas encore au pinceau, mais voilà, c'est l'étape du crayonné et m'emmerde, donc du coup je fais juste des refs et j'essaie de dessiner à l'ancrage. Et l'ancrage j'aime beaucoup parce que c'est là où justement les émotions des personnages qui sont écrits sur dialogue, en fait, moi j'essaie de les interpréter et je me mets à fond dedans. Et donc la façon d'ancrer reflète la façon que les personnages peuvent ressentir pendant une scène. Et donc c'est vraiment l'étape que je préfère, c'est aussi l'étape la plus fatigante parce que on se met dans des états et on est fatigué quoi. J'ai l'impression d'avoir joué pendant 10 heures, 12 heures sur une scène de théâtre où la personne est mordue parce qu'on a pas tout ça. Voilà. Et non, moi l'étape que je préfère, c'est quand je trace mes cases. Quand je trace mes cases, c'est-à-dire que la planche est finie. Après, il y a le tournage, voilà. C'est ça. Donc voilà, moi je préfère le travail de mise en scène, c'est-à-dire au niveau du storyboard et du scénario. Pour eux. Du coup, pour moi, l'étape que j'aime énormément quand je dessine, parce que je suis avant tout dessinateur, c'est l'ancrage. Pourquoi? Parce que, en fait, au moment où je vais ancrer une planche, c'est comme si j'avais un dictionnaire graphique. Je sais pas si on comprend un peu le terme, mais en gros, je me suis fait un peu mes références à moi, que ce soit One Piece, The Dungeon of the Black Company, ou Sangetsu no Lion, enfin Marche comme la Lion chez Kana. Du coup, pour moi, c'est un peu un défi de faire un assemblage de ces références dans le style graphique pour produire quelque chose de pertinent quand je veux ressortir une émotion, parce qu'à chaque fois, je me réfère en fait à une scène qui m'a marqué dans des mangas ou dans des animés, et ça me propulse un peu, ça me motive à bien exécuter en fait mon live. Donc c'est pour ça que je kiffe énormément, parce que ça me fait écho à tous ces moments qui me portent. Donc voilà, c'est l'ancrage pour moi. Et du coup, quels seraient les conseils que vous donnerez à des personnes qui veulent faire du manga, ou plutôt pas ou si vous n'avez pas de conseils, plutôt les erreurs à ne pas faire ou à éviter entre guillemets? Tu sais quoi répondre? Alors moi je conseille toujours aux aspirants mangaka de ne pas se lancer tout de suite dans le nouveau One Piece et de faire des histoires courtes, de faire ce que j'ai fait en fait, parce que pour moi ça a été la meilleure expérience, ça a été ma période d'études, c'était de faire des one-shots, de faire des histoires courtes, parce que on peut se remettre en question, on peut revenir sur notre travail qui est achevé, un travail achevé dont on est satisfait du coup, parce qu'il est terminé, on est fiers de nous. Et on peut voir les erreurs qu'on a faites, et puis après passer à une autre histoire, et faire autre chose, tester d'autres univers pour s'entraîner, pour apprendre de nouvelles choses toujours, et puis ça faire mieux que l'histoire précédente. Donc oui, faire des one-shots de 10 ou de 50 pages, peut-être, oui, non, 50 pages c'est bien.
Et puis après faire des salons pour rencontrer des gens, avoir des retours, réussir à sortir de chez soi et à prendre son courage à deux mains et présenter son travail aux gens. Et Voilà. Donc, Peut-être essayer les autres Dragon Ball. pour moi, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est la notion de l'interprétation que tu cherches à améliorer, à entraîner. Donc, l'interprétation dans une scène de théâtre ou d'opéra ou dans un film, voilà, c'est cette capacité à traduire le scénario en fait. Et après, pour ce qui est du dessin, parce que moi, le tutorat que j'ai, c'est beaucoup des parents avec des enfants, etc. Donc, le premier conseil tout bête que je donne au dessin, c'est enlever cette notion de culpabilité, dans le sens que si vous n'allez pas dessiner tout court, commencez par faire de la copie pour vous, voilà. Ne serait-ce que pour améliorer votre compétence technique sur la façon comment vous tenez votre crayon, le tracé, après peut-être l'ancrage, après la colorisation, voilà. Le but, c'est que vous faites ce premier pas et ensuite vous démarrez votre aventure d'auteur ou d'autrice en vous enrichissant au niveau de la culture. Voilà. Donc, c'est toujours cette petite culpabilité qu'il faut briser au début. Et après, voilà, je pense que si vous aimez ça, vous allez enchaîner les pas. Je vais juste dire un petit truc rapidement. Moi, je suis l'intrus du groupe, mais c'est pas grave. On prend une petite pierre à l'édifice. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur le fait de faire des one-shots, de voir au-delà de ses horizons quand on veut créer une histoire. Moi, je dirais #Senshiro, intégrer des groupes de dessin. Si vous avez des potes qui dessinent, allez dessiner avec eux. Prenez des conseils de leur part. Et le plus gros conseil que je donnerais aussi, c'est d'être très humble. Parce que moi, à mon petit niveau, je vois souvent des gens en convention qui disent tu vas voir, je vais surpasser Tony Valente, je vais surpasser Zen, je vais surpasser, ouais, ça je l'ai déjà entendu, je vais surpasser Renaud Le Maire, et je me dis, mais en fait, tu pars avec le mauvais mind game, en fait. Donc, ouais, je trouve que l'humilité, c'est super important, et accepter la critique, quoi. Donc, tant qu'elle est positive. Quand c'est négatif et qu'on vous insulte, on ignore. Moi, j'ai un proverbe, hein, comme Dieu Cameroun, le vacarme des corbeaux n'empêchera jamais le soleil de se lever. Voilà. Je sais pas si c'est un conseil, mais je dirais que faudrait arrêter de réfléchir et juste pour l'anecdote, des fois c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent, ils viennent demander des conseils, ils viennent avec des dessins et on se dit oui c'est bien, c'est en fait pourquoi tu cherches attends ma validation, c'est le truc, c'est de ce que je conseillerais, ouais, c'est d'arrêter de réfléchir et juste de finir des projets, parce qu'en fait c'est un peu comme le dessin. Quand on fait un dessin de nu sur une pause par exemple, on se dit on fait le dessin et c'est fini, après on va sur d'autres horizons. On va pas radoter 3 ans sur le même plan, parce qu'en fait c'est pas non plus productif, ça te permet pas de voir l'amélioration. Et ouais, je dirais qu'en fait quand on finit un projet, au moins tu te dis, tu l'assumes pleinement, tu te dis avec tous ses défauts, et tu dis et peut-être que oui, il y a plein de faiblesses et tout ça, mais c'est fini, on passe à autre chose, on repasse sur un autre projet, on le fait mieux. On va pas passer notre temps à refaire des projets encore et encore à l'infini, passer 300 ans sur une page, c'est ce que j'appellerais quelque chose de contre-productif. Donc il faudrait je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire justement pour qu'on puisse continuer à s'améliorer et créer des histoires, parce que le but, c'est justement le but quand on veut créer du manga, c'est de continuer à créer des histoires et pas juste s'arrêter à sa première idée. Donc voilà. Juste, j'en rajouterai vite fait, comme ça me revient. Alors,
bien savoir avoir assez de recul quand même mine de rien et vraiment savoir où est-ce qu'on se situe, quelle est notre place par rapport au marché, c'est-à-dire ok mon niveau c'est ça, ce qui sort en manga français, je regarde les tomes 1 un peu le niveau c'est ça, moi je me situe où par rapport à ça, donc ça faut le savoir. Et également il y a un aspect peut-être qui sera redondant, donc, on t'avait un petit peu amorcé, c'était la génétique. Et mine de rien, il y a savoir-faire du manga et il y a savoir-faire du manga dans un marché avec des délais. C'est autre chose ça, parce que voilà, faut savoir produire beaucoup, enfin faut travailler longtemps et vite. Et ça c'est un autre délire, carrément. Ouais. Là, on va passer sur les questions beaucoup plus générales, ouvertes. J'ai dit que tu pourras aussi participer vu qu'on va parler du manga français. Donc pour vous, quelles sont vraiment les prochaines étapes qui vont venir, parce que le manga français depuis longtemps, il prend de plus en plus de place. Et pour vous, quelles sont les prochaines étapes à venir, plutôt futuristes ou pas futuristes? Comment vous sentez l'évolution de ce médium en France? Alors, je pense que je vais être un peu le seul à avoir ce propos-là, parce que Mukai, en fait, c'est le premier manga français qui a été coproduit en gros par les produits Ichi, et donc, si on a un peu de recul, c'est une entreprise, quoi, enfin, une institution, une instance, une association, et mine de rien, après qu'on ait produit par exemple le tome 1, il y a eu une tentative de manga avec KFC. Donc je sais pas si vous avez suivi peut-être le truc, mais il y a eu une tentative de manga. Même si à mon humble avis, je pense qu'ils auraient dû faire un comics, parce que KFC, américain, voilà, je pense que ça aurait été plus pertinent. Mais voilà, c'est qu'il y a une tentative. Donc pourquoi je dis ça, c'est que il y a un intérêt des entreprises et même des institutions publiques pour investir le manga. Donc il y a eu même une approche en offre, il y a eu une approche en fait du ministère de l'économie pour vouloir faire un manga. Mais bon, c'était pas forcément intéressant et pertinent. Et du coup, je pense que c'est un peu un modèle économique qui va s'appuyer comme ce que le Japon a, avec Blue Lock, par exemple, qui a été commandité par le gouvernement japonais et Adidas en partie pour la Coupe du Monde. Et c'est pour ça qu'il y a les maillots de foot. Après, il y a d'autres séries qui sont investies par les entreprises au Japon. Donc, je pense qu'on va peut-être avoir ce genre d'introduction d'entreprise. Maintenant, la question c'est est-ce que ça va être sain ou pas pour le manga français? C'est une question problématique qu'on peut se poser. Mais en tout cas, ça va être un apport conséquent d'un point de vue financier pour produire un manga français. Donc voilà. Alors moi je vais continuer sur ce que tu viens de dire, c'est parce qu'effectivement c'est juste, dans le sens où alors il y a beaucoup le lectorat maintenant de bande dessinée et surtout un lectorat de manga, c'est-à-dire le manga qui a de plus en plus de place dans ce qu'on appelle le monde de la bande dessinée. Donc tous les ans le manga prend plus de place et donc les générations qui lisaient de la BD classique, franco-belge, des romans graphiques en fait en train de mourir. Donc effectivement, c'est sûr que le marché il est plus vers le manga. C'est vrai que c'est bien dans le sens où le manga beaucoup plus démographique, mais en même temps, ce qu'on connaissait avant, c'est partir. Bref, mais sur les entreprises, c'est vrai, là je suis en train de travailler sur un manga qui a été commandé par Nissan, donc en fait, donc voilà, en plus de KFC, bon, c'est la même boîte. Mais on voit qu'il y a une volonté des entreprises de vouloir toucher un public jeune, et donc le public jeune vit du manga et pas du classique. Donc je trouve que c'est bien si ça s'ajoute, c'est-à-dire que si c'est en plus, mais si ça fait partir des choses qui étaient institutionnalisées depuis très longtemps et qui sont bien, ça me permet, ça me fait... Et pour toi, l'évolution du manga français, les futures étapes qui peuvent arriver? Moi, je pense que ce qui manque ce que je vais dire, c'est... En anglais, vous êtes engagé que moi. Moi, je pense que ce qui manque au manga francophone, je l'ai encore constaté la semaine dernière en allant à un salon manga plutôt,
J'ai vu un auteur, un de vos collègues qui s'appelle Kurogami, qui fait SOS Control chez ADH Édition, et j'ai vu souvent une question qui revenait, ouais, le manga il est cool, mais est-ce qu'il y a un animé? Et faut se dire un truc, c'est que beaucoup de mangas japonais, s'ils ont cette popularité aujourd'hui, je pense que c'est grâce à l'animation, il faut le dire, l'attaque des Titans et bien d'autres. Et c'est vrai que, alors on peut ne pas aimer l'anime Radiant, ça je l'entends, mais quoi qu'on en dise, le fait qu'il y ait eu l'anime Radiant, ça a permis à beaucoup de gens en France, même dans le monde, de savoir qu'il y a des Français qui font du manga, que le manga s'est diversifié. Donc moi je pense que une évolution logique pour moi, ce serait qu'il y ait des tentatives d'animation de manga francophone. Ça peut se faire. Ça peut être aussi des goodies. Quand je dis goodies, ça peut être des figurines. Oui, j'en ai pas l'air, je suis un gros collectionneur. Ça peut être des figurines, ça peut être des jeux vidéo également. Et moi, ce que je constate aussi dans le manga francophone, c'est qu'il y a de plus en plus d'auteurs, et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Il y a de plus en plus d'auteurs comme toi, qui ont, vous êtes, enfin vous tous, vous avez réussi à avoir des trailers bien animés par rapport à vos univers. Certains d'entre vous ont même des musiques. D'ailleurs, écoutez la musique du trailer des Héritiers d'Aguillon, c'est trop bien, parce qu'elle a composé la musique. Donc voilà, je fais ça tout. Et puis aussi, notre consécration aussi pour le manga francophone, c'est qu'il y a de plus en plus de cosplayers en fait. Le cosplay, ça joue beaucoup également dans l'imaginaire des gens. Les affiches également, ça peut jouer, parce que moi je trouve qu'à encore une fois, ce que je dis, c'est en même niveau, je trouve que il y a ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a maintenant de plus en plus de publicité. C'est cool, les libraires font un travail formidable. Il y a des éditeurs qui communiquent beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu plus d'affiches sur la création de manga francophone, ça aiderait les gens à prendre conscience qu'il y a beaucoup d'auteurs qui en font, parce qu'en fait, ce qui manque au manga francophone, c'est un manque de lecteurs, de lectrices, et il y en a qui découvrent ça régulièrement en allant en dédicace ou en allant en convention. Donc, ouais, pour moi, c'est un peu plus de goodies, je pense. Ça me paraît un peu une évolution nécessaire. Et puis, ça permettrait de rendre les œuvres un peu plus publiques pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, voilà, on rêve tous d'un animé sur Space Punch, sur les Héritiers d'Aguillon, sur Mukai, sur Untold, et j'en passe. Donc, moi, je serais le premier à consommer. Je pense qu'il y en aura ça aussi. Donc, voilà, les amis, on rêve de ça. Faut prendre aussi en compte les webtoons. Concernant la suite, ouais, c'est sûr que des animés, ça serait bien quand même, parce que c'est un rayonnement qu'ont les Japonais que nous on n'a pas, quoi. Mais pour avoir des animés, il faut qu'il y ait déjà assez de tomes pour faire un animé. Pour qu'il y ait assez de tomes, il faut déjà que les tomes se vendent bien en France tout seul, quoi, bien sûr, parce que les éditeurs étrangers en général, pour que la licence elle soit lucrative à l'étranger, il faut déjà qu'elle soit lucrative toute seule en France, enfin en tout cas dans la francophonie, on va dire. Donc c'est tout de suite plus laborieux, et pour que les tomes fassent suffisamment pour que les séries fassent suffisamment de tomes, il faut que les éditeurs en accordent. Et là encore, comme le manga français ça coûte cher, contrairement à l'achat de licences japonaises, quoi, c'est laborieux, quoi. Alors après, je sais que là, il commence à avoir, il y a de plus en plus d'auteurs qui débarquent. Il y a un roulement, mais il y a quand même de plus en plus de titres français en simultané quand même qui sortent, j'ai l'impression. Donc avec le temps, il y aura de plus en plus de séries qui dépasseront les 10 tomes. Donc on a il y a Radiant, il y a Dreamland, également chez Kiyun. Il y a Outlaw Player et puis Gun Mechanic qui est bien parti aussi, Everdark, pareil chez Pika. Mais bon, faut plus que ça quand même de titres, parce que je trouve qu'il y a quand même un peu trop de pertes de titres français en cours de route par rapport à ceux qui sont prolongés, quoi. C'est un peu chaud, et pour ça, ouais, on doit faire beaucoup plus de ventes que la plupart des mangas japonais, quoi, qui coûtent moins cher forcément en licence. C'est laborieux de faire plus de ventes quand on n'a pas d'animé, etc. Donc on est obligé de faire des dédicaces notamment. Donc voilà, ça revient sur d'autres questions. On n'a pas le même quotidien que les Japonais, on est obligé de se déplacer partout en dédicace pour essayer de vendre. Et du coup, en étant tout le temps en dédicace, on n'avance pas, donc il y a plus de délai entre chaque tome.
Et plus il y a de délai entre les tomes, plus on a de la perte de lecteurs. Donc c'est une sorte de boucle. C'est un peu laborieux, c'est un peu le paradoxe du marché, quoi. Donc bon, on fait ce qu'on peut. Moi, je sais que bon, il y aura de plus en plus de grosses séries manga français qui vont rester dans le temps, mais il faudrait qu'il y en ait plus, je pense. Il y aura sûrement d'autres projets animés également, mais voilà, c'est à quel rythme, à quelle vitesse, c'est sur ce point où je suis pas sûr. Mais après, bon, on va dire à marché égal, c'est-à-dire tant que les gens auront encore assez de sous pour s'acheter des mangas, je pense que ça va dans le bon sens. Ouais. C'est vrai, il y a l'inflation et tout, c'est des taux. Après, il y avait un truc que je trouvais intéressant, parce qu'on a de plus en plus d'auteurs français, et si on veut vraiment attirer le public, c'était intéressant de regrouper tous ces auteurs français dans des événements. En fait, bon, après, j'ai déjà suggéré ça à certaines personnes qui étaient tout à fait OK, donc je pense que ce sera un bon moyen de faire tourner dans la France avec tous les auteurs français pour attirer les gens. Et ça ne coûterait pas grand-chose. Puis qu'on est tellement de plus en plus nombreux, il y a moyen de créer vraiment une bonne communauté de lecteurs de Manfra. Je peux me permettre de dire. Oui, déjà, merci beaucoup à chacun pour votre travail. Et en fait, je voulais savoir, est-ce que, peut-être une double question, par exemple, comment vous percevez les webtoons comme ça? Est-ce que vous les percevez comme un concurrent? Ou alors, vous savez, il y a beaucoup d'artistes qui débutent en webtoon et qui peuvent passer en manga, enfin, voilà. Je veux dire ça. Non, on les voit pas comme des concurrents, c'est complémentaire, et puis de toute façon, c'est des œuvres différentes, hein, la plupart du temps, quoi, on va dire. Quoique, voilà, il y a quelques œuvres manga qui sont adaptées également en webtoon, en tout cas, c'est le cas chez Ankama avec Offscreen. Peut-être sur Webtoon aussi, je sais pas. Puis il y a eu aussi un manga qui a été adapté en webtoon couleur. Sûrement, ouais. Ouais, voilà, El Paradise. Ouais. Mais non, c'est pas une concurrence, d'autant plus que nous sur la même série, de toute façon on touche des droits sur les deux, donc on n'est pas en concurrence sur ce point de vue, quoi. Et avec par rapport aux auteurs spécialisés webtoon, non, enfin chez les auteurs webtoon ils lisent du manga et inversement, quoi, donc non, on le voit pas comme ça. C'est cool. Et je peux me permettre de donner une deuxième question. Je voulais savoir, en fait, quand vous sentez que vous devez développer un manga français, est-ce que certains auteurs vous empêchent vraiment de vous rapprocher d'un style japonais, ou vous pourriez vous essayer d'avoir plutôt un autre style? Je pense qu'on a notre style, hein, tout simplement. Dire, parce que j'ai remarqué que certains auteurs, je dis pas vous, hein, mais certains auteurs français essaient vraiment d'avoir un style japonais, sans essayer vraiment de faire un style, plutôt un style occidental, sans avoir un style plus libre. Ah oui, à vrai dire, notre style, c'est un peu toto ce que je vais dire, mais notre style, c'est notre style, on se prend pas la tête. C'est pas une critique. Hein. Oui, je sais. Je vois l'idée, mais vraiment, on se bride pas. On n'essaye pas de rentrer dans un moule, c'est juste notre style, c'est la fusion de nos inspirations, de ce qui nous plaît. Voilà, et puis on se prend pas vraiment la tête, on décide ce qui nous plaît de la façon qui nous plaît. On présente aux éditeurs, si ça plaît tel quel, let's go. Voilà, et puis on fait nos pages et on recherche, quoi. Le ferme, c'est une innovation. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit concernant les styles. Osamu Tezuka, qui est considéré comme le dieu du manga au Japon, s'est inspiré de Disney. Est-ce que Osamu Tezuka a un style américain pour autant? Je trouve que la question du style graphique... c'est pas une critique. Non, c'est pas une critique, et tu as le droit d'avoir ton avis, mais je trouve que c'est une question qu'on reproche très souvent aux auteurs mangaka francophones, d'avoir un style trop japonais. Mais quand tu regardes les styles graphiques japonais, ils sont divers et variés. Je veux dire, tu vois Murata, quand il fait du One Punch Man, c'est pas ce que fait Kohei Horikoshi avec My Hero Academia ou Akira Toriyama. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'auteurs mangaka francophones qui ont leur style graphique. Hein. Les auteurs qui sont là en sont la preuve. Il y en a, je sais pas, je pourrais tellement citer des auteurs qui ont des styles. En fait, je trouve que style japonais, ça veut rien dire en fait en tant que tel, c'est une question d'inspiration. Moi, on m'avait bien dit une fois que les Occidentaux ne savaient pas dessiner de manga. Mais c'est pas ce que je pense. Ah, oui. La preuve en est, hein. Je rebondis sur ce qu'elle dit.
C'est qu'en fait, ce que j'ai pas, ça veut rien dire. Je disais tout à l'heure, ça fait chose entre Shinchan et les Terraformers. Franchement, un monde dans les PC à japonais, donc ça veut rien dire. Après, je pense que le terme japonais n'est pas correct. Il y a, dans le manga, il y a des codes graphiques que je ne saurais pas décrire, car je n'en connais pas tous les secrets. Pour moi, ça a été totalement naturel comme adaptation. Mais à partir du moment où on suit ces codes, que je ne peux toujours pas définir, on en fait ce qu'on veut, en fait. On y met notre patte, et puis même, on peut même y rajouter quelque chose parce qu'on vient d'un autre continent. Et c'est ce qui peut aussi apporter la touche originale du manga français, qui peut s'approprier, pas le style japonais, mais le style du manga, qui lui s'est approprié le style des Américains. C'est juste un échange culturel au final. Et puis même, pour revenir sur l'histoire du manga, il y a à la fois une inspiration BD, il y a aussi Okusai. Et donc ça veut dire que, est-ce qu'on peut reprocher par exemple au japonais, ouais, t'as pas trop fait un truc du style Okusai? Tu vois, c'est un truc où en gros cette question-là, elle peut arriver dans ta réflexion, mais en même temps, quand tu prends du recul, tu te dis, en fait, je peux pas trop poser cette question-là. Moi, c'est pas ce que je pense, mais c'est ce que j'entends souvent. Oui, mais justement, c'est parce je pense qu'on manque un peu de recul sur ça, sur comment on va aller puiser nos références, ces échanges culturels qui sont naturels, au final, parce qu'on va juste prendre ce qu'on aime, et puis voilà. Je pense qu'il faut juste avoir un peu de recul pour se soustraire à cette question-là qui pourrait se bouger. Merci beaucoup pour votre Pour conclure la conférence, si vous avez des questions que vous souhaitez poser à nos auteurs présents, vous pouvez, sinon après on pourra enchaîner sur la suite de la soirée. Concernant votre organisation, vous travaillez tout seul ou bien au contraire vous avez un ou deux assistants? Si on avait des assistants, ça serait bien. C'est-à-dire qu'on gagnerait bien notre vie. Parce que pour payer les assistants, c'est ça, c'est qu'en fait, on parle toujours des assistants, mais c'est vrai qu'au Japon, en fait, il faut savoir que les mangaka, en fait, sont des mini-entreprises, en fait. C'est le mangaka, enfin, en tout cas, quand il a du succès, donc quand il a du succès, il gagne bien sa vie, donc s'il gagne bien sa vie, il peut employer des assistants qui l'aident dans son travail. Je sais que tu as demandé plusieurs fois des assistants de t'épauler. Ouais, j'en ai. En fait, depuis la fin, j'en ai un petit peu sur le 2, et puis après, c'est devenu récurrent sur le 3, 4 et le 5 actuellement. Donc, ouais, je bosse avec plusieurs assistants. Après, ils font tous une part différente. Il y en a, c'est des assistants 2D, dans le sens vraiment, ils partent de zéro, ils vont donc dessiner, que ce soit, enfin en numérique, bien sûr, mais à partir juste d'un storyboard, voilà. Et il y en a, ils vont intervenir sur une page, d'autres sur une dizaine, un chapitre ou plusieurs chapitres. Et puis il y a les assistants 3D également. C'est-à-dire quand j'ai un décor récurrent, plutôt que de refaire à chaque fois, de réfléchir au placement, etc., hop, une 3D. Ensuite, j'envoie mes pages avec les crayonnés, avec les angles de vue. Hop, la personne se déplace dans sa 3D avec la focale et essaye d'avoir une 3D qui colle vraiment à ce que j'ai mis. Puis hop, elle me la transforme en 2D. En ligne noir et blanc, quoi, tout simplement. Et ouais, ça prend un peu de temps. Alors, j'en ai, mais je gagne pas énormément de sous. Oui, c'est justement, ouais, donc en fait, c'est un accord. On s'arrange pour. Moi, je les rémunère, on va dire, une part un petit peu supérieure à ce que ça me prend en temps. Mais j'accepte parce que bon, je fais essentiellement ça pour gagner du temps, quand même, de rien. Parce que le temps, c'est vraiment. La grosse bête noire, quoi, on va dire en manga français, c'est assez compliqué. Donc, pour gagner du temps, j'accepte de les payer. Après, en général, c'est eux qui donnent leurs tarifs. Et c'est des tarifs qui sont raisonnables. C'est-à-dire, eux, ils se font pas arnaquer, et moi non plus. C'est-à-dire, en général, j'accepte leur premier tarif direct. Et ouais, ça, c'est un moment que je dois faire en parallèle dans la journée. Pendant que je bosse, sur Discord, je vais avoir une notif, et puis c'est tel assistant qui me dit, j'ai fait ci, et qu'est-ce que t'en penses? Ou alors, je vais passer une partie de peut-être ma soirée ou mon début de matinée ou
dans le week-end pour commencer à préparer des vues, préparer toutes les références, les images pour faire ça. Donc ouais, dans le quotidien, il y a également la partie manager. Voilà, où il faut gérer les différents assistants, puis également, faut en trouver aussi et gérer avec les dispos de chacun, parce que des fois, t'en as, ils sont dispo juste un petit moment, puis ils sont pas dispo pendant 3 mois. Puis dès que tu vas essayer d'en recruter des nouveaux, faut les reformer aussi, donc ça prend quand même pas mal de temps. Mais ouais, au final, bon, je suis quand même gagnant niveau temps, et si j'ai pas ça, vraiment, ça serait dur de tenir la télé. Moi, j'ai beaucoup aimé justement le fait que j'ai eu un assistant sur le top 2, parce que cette étape de formation, pour moi, je la trouve extrêmement importante, parce que ça te permet du coup derrière à ce que tu as une production plus efficace et rapide. Et en même temps, j'aime bien transmettre aussi aux gens, voilà, leur donner une technique, parce que là, en l'occurrence, l'assistant c'était un novice quand même, c'est le dessinateur du manga Nako, donc un manga français. Et donc moi je lui donnais ma méthode de production, par exemple pour les tramages, donc tout le système d'automatisation de trame, je cherche un script spécifique, comment je le modifie par rapport à la tonalité que je veux, son ambiance, etc. Donc, le fait que je lui ai montré cette technique-là, moi je me suis senti aussi utile à lui transmettre ça, parce que dans son travail à lui, il va pouvoir être plus efficace, et en même temps aussi dans mon travail, voilà, j'ai gagné. Donc quand on retranspose ça au Japon, tous les assistants mangaka au final, la plupart d'entre eux finissent par produire un manga. Donc je pense que c'est une étape aussi intéressante, l'assistant, pour se former. C'est ça qui est cool. Ça, je vous aime, mais c'est tout. Alors moi, j'ai pas encore d'assistant et je sais pas si j'en voudrais, parce que je travaille en tradi. Du coup, toutes mes planches, tout est dessiné sur la même planche. Donc ça voudrait dire... ce serait compliqué. Alors ce serait sûrement abordable, mais ça voudrait dire travailler tout à fait différemment, pas que en tradi. Et moi, je suis pas très fan du digital. Mais bon, après, j'ai envie de dire, il faut s'adapter à tout. Si ma série doit continuer à marcher, je sais pas si je pourrais faire... Enfin, si un tome par an est raisonnable... Sauf l'IA. Sauf l'IA. Je vais utiliser l'IA, c'est une bonne idée aussi. Mais oui, c'est plus compliqué en tradi, parce que du coup, il faut mixer. Après, j'ai pas encore expérimenté le sujet, mais c'est vrai que tout seul, c'est galère. J'ai 3 questions pour Tipeee. 2 classiques et une un peu plus drôle. La première, tu parlais de... Alors, excuse-moi, je tutoie. Tu parlais de faire des mangas pour le Japon. Et après, tu as changé d'idée pour venir plutôt pour la France. Est-ce que ta conception du coup du manga a changé? Est-ce que c'est plus dans le récit ou dans la culture qui est dans le récit que tu as dû adapter ou pas? Deuxième question, la couverture me fait... C'est pas la première, mais j'ai rien changé du tout en fait. J'ai juste beaucoup appris au Japon sur les techniques de comment le dessin ils trouvaient ça déjà cool, donc, après j'allais juste m'améliorer de mon côté, mais au niveau narratif j'ai pu recevoir beaucoup de conseils qui m'ont fait évoluer mon histoire, et après grâce à tous ces conseils que j'ai reçus au Japon, grâce à toute cette expérience que j'ai acquise, j'ai pu débarquer en France avec tout ça sans changer quoi que ce soit. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bien. Je vois, sur la couverture, par contre, je vois beaucoup de Musha, moi, dans mon cas, parce que j'adore l'art nouveau, etc. Est-ce que justement, il y a du Musha dans... C'est pas moi qui ai fait le cadre. Ah, c'est pas toi qui fais les arabesques? Non, j'avais fait autre chose. Bon, après, ça ressemble un petit peu. Après, je sais pas si c'est vraiment si ça ressemble vraiment à du Musha. Parce que c'est quand même du style... Rococo. Enfin, c'est de l'art nouveau. L'art nouveau. Moi, j'aime beaucoup l'art nouveau. Musha. Enfin, Musha, c'est de l'art nouveau. Moi, je vais plutôt m'inspirer du style, justement, des ornements médiévaux. D'accord. Qui c'est pas vraiment la même époque, en effet. Là, c'est du baroque pour vous. Ouais. Donc, bon, c'est pas la première à me dire... Le premier à me dire ça.
Je ne sais pas, bon, bah, peut-être que ça ressemble un petit peu à Moucha, du coup, mais c'est pas fait exprès. Et la dernière, tu disais que les héritiers d'Adjun sont inspirés de ta vie. Ça voudrait donc dire que t'as ressuscité. Je veux pas donner la recette. Perso, je suis preneur. Non, il n'y a aucun traumatisme par rapport à la mort, ne vous inquiétez pas, je suis pas suicidaire. Non, absolument pas, mais c'est... Comment dire, sans raconter ma vie. Mais par rapport aux relations avec les gens. Mais après, je pense que tout le monde pourra s'identifier à ce genre de choses. On a tous nos relations avec les gens, avec nos familles, etc. Et en fait, pour moi, écrire un manga, c'est un défouloir. Parce que j'ai un gros problème de communication. Et encore, ça se voit peut-être pas aujourd'hui, mais je me suis beaucoup améliorée depuis beaucoup d'années. Et donc, je déballe un peu tous mes problèmes dans mon histoire. Et c'est un peu ma petite séance psy, quoi. Voilà, et vous êtes les victimes. Voilà. Mais l'histoire est bien quand même. Oui, quel a été le déclic? Vraiment, vous êtes dit, je fais un projet complet et je me lance vraiment dedans et je finis le métier. À moi? À tout le monde. J'avais 15 ans et j'étais à fond One Piece, j'étais à fond Japon, enfin j'étais une ado quoi. Et j'étais en mode One Piece, Luffy, j'étais amoureuse de Luffy, je m'identifiais à fond sur lui, je voulais être comme lui, je voulais pas être le sire des pirates, mais du coup, je m'étais dit je vais être la meilleure mangaka du monde, la première mangaka à être publiée, la première mangaka française à être publiée au Japon. Enfin, j'étais vraiment en mode shonen, j'étais dans l'euphorie japonaise. Et j'avais surtout très envie de transmettre. Enfin, déjà, j'adorais raconter des histoires. Mais là, du coup, j'avais envie de transmettre le kiff que je ressentais en lisant One Piece. Mais du coup, je suis pas devenue la première mangaka française à publier au Japon. Mais tout va d'accord. Moi, le déclic, c'était... Alors, sans vraiment voir... j'étais... Donc, avant de faire du manga, moi, j'étais en fac de biologie. Et donc, je suis allé jusqu'en maîtrise de fac de biologie. Avant, j'ai fait médecine, j'ai raté. Donc, ça faisait 8 ans que j'étais en biologie. Je faisais de la biologie. Et un jour, en maîtrise, en deuxième semestre, on est en bibliothèque et puis on voit des professeurs arriver, des professeurs de laboratoire, et qui nous disent on a besoin de doctorants pour travailler sur tel truc. Et il y en a un qui a sorti, je m'en souviens toujours, on a besoin d'un étudiant pour travailler sur l'activation de la protéine kinase A via le récepteur bêta chez les leucocytes 2 comme ça. Et quand j'ai entendu ça, je me dis merde, j'ai pas envie de faire ça. Donc je me suis barré, j'ai fait la bande dessinée, qui était en fait mon deuxième. Soit j'étais médecin, soit j'étais mangaka. Donc médecin, on s'est raté, 4 sur 20. Et puis tant mieux, ils sont dans la merde. Avec mangaka. Et parce qu'on a envie de raconter des histoires et puis des trucs en mots, on couche sur papier. Bon, pour faire simple déclic, c'était quand j'ai gagné un concours de dessin. Voilà, c'était dans le tome 1 de Radiant. En 2013, voilà, il y a bientôt 11 ans. Parce qu'avant je dessinais un petit peu, mais pas plus que ça, quoi. Et, donc il y avait un concours de création de perso à la fin du tome 1 de Radiant. Je me dis c'est cool, j'ai envie de participer, et je gagne la première place. Je me dis yes, let's go, il y a moyen. Et pour la première fois, voilà, je gagnais un concours, et puis je me suis dit tiens, il y a un professionnel qui a validé le concept. Et là je me dis il y a un potentiel, il y a un truc à creuser. Et du coup, en parallèle de mes études, parce qu'après du coup j'ai poursuivi mes études d'ingénieur, pour le coup en conception mécanique, rien à voir. Mais voilà, en parallèle je dessinais. Voilà, normal, en parallèle de mes études, puis de mes stages, puis de mon taf d'ingé. Et puis ensuite, quand j'ai senti que c'était le bon moment, j'ai switché. Voilà, tout simplement. Bon, également, le bon moment, c'était quand c'était la fin de mon CDD. Donc, le chômage m'a pas mal aidé à transitionner, voilà, à me décider. Mais voilà, grosso modo, le déclic. C'était ce concours. Voilà. Et si j'avais pas gagné ce concours, je sais pas, ça se trouve... j'aurais pas insisté dans le dessin, j'aurais été un ingénieur,
au rang 0, au rang 1, voilà, avec la scénique, le chien, tout ça. Voilà, le French Drip, super. Et, voilà, c'était mon déclic. Bonsoir. Du coup, moi, je pense que je suis le plus jeune d'entre vous. J'ai 25 ans. Moi, le déclic, c'était quand j'avais à peu près 15-16 ans. Parce que j'ai commencé à faire de la rédaction d'articles pour parler de manga et d'anime. Donc c'est à peu près ce que tu faisais, je dis pour aujourd'hui. Et donc moi j'ai commencé à m'investir sur ce genre d'articles avec par exemple des éditeurs aussi avec qui je travaillais via un blog qui est plus ou moins connu. Donc je pense que peut-être s'il y a des éditeurs ici, Shahid, ça peut vous parler. Donc à ce moment-là, moi j'ai commencé à voir entre guillemets le décor, quoi, dans le sens qu'est-ce qui est créé autour d'un artiste. Donc tout ce qui est directeur de photographie, tout ce qui est scénariste aussi, voilà, ce genre de choses. Je me suis dit à la fin, mais en fait c'est fou que tout ça c'est parti à partir d'une œuvre d'un manga. Et donc je me suis dit, en fait moi pourquoi pas je peux dessiner aussi. Donc j'étais aussi, ça me faisait pas trop la laisse. J'ai quand même une pièce, mais avec l'option plastique. Et du coup, j'ai fait que de dessiner, vraiment, c'est pas bien. Hein. J'étais peut-être absent en terminale, je crois que j'ai fait 200 heures d'absence. Mais vraiment, j'étais juste à côté du lycée, en face de la porte, et je dessinais en fait. Donc, vraiment, j'étais un fou. Et après, bah, c'est une opportunité qui est venue à moi. J'ai pu répondre pour un cas, et puis voilà, je me suis lancé. Et voilà. C'est tout ce que j'avais. Alors pour moi, le déclic, je pense que c'est assez difficile à dire, vu que j'ai fait beaucoup de zigzags pendant mon parcours. Mais pour ce qui est du manga, la BD, j'en ai fait depuis l'école primaire. Mais effectivement, ça a toujours été quelque chose peut-être que j'assumais pas au début, dans le sens où je me disais que c'était pas un métier qui avait l'air d'avenir. C'est ce que je me disais quand j'avais 9 ans. Mais effectivement, on me poussait souvent vers des études scientifiques, d'ingénieur, enfin. Et je saurais pas trop dire, mais en fait, je crois que le déclic, je l'avais déjà depuis le début, sauf que je le disais pas. Je me disais, peut-être que tu devrais faire... Enfin, oui, je disais, oui, bah, je ferais des études d'ingénieur, mais dans ma tête, il y a peut-être un autre... comme s'il y avait deux voies opposées qui... Enfin, il y avait ce que je disais aux autres, je disais, oui, je vais faire des études normales, des choses normales, mais je pense qu'au fond, je me disais, en fait, non, je sais ce que je veux, mais juste, je le dis pas parce que je pense que c'est plus facile d'atteindre mon objectif en toute discrétion. Et voilà, en fait. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je dirais que le déclic, j'y ai même pas réfléchi, c'était naturel, en fait. J'ai deux questions. C'est le passage de l'indépendant à l'édité au niveau des droits, c'est comment en fait? C'est-à-dire le droit de l'éditeur sur l'œuvre et comment l'artiste, au niveau de ses droits, comment c'est? Est-ce que la version indépendante du manga et la version éditée peuvent peut-être continuer d'exister ou il y a juste une version qui peut exister encore? Ça, c'est la première question. Tu peux répéter la question? Le passage de la version indépendante du manga, genre, par exemple pour toi, Run to Heaven de base c'était indépendant, c'est ça? Oui, oui, c'était indépendant. Et maintenant c'est passé en version hésitée. Genre commencer au niveau des droits en fait. Comment? Commencer au niveau des droits de la maison d'édition en fait. Alors, l'accord qu'on avait passé avec Ankama, je leur ai dit que j'avais déjà sorti une édition limitée d'un prototype. Ils m'ont dit, pas de problème, tu les écoules et comme ça on les réimprime plus et voilà. Il n'y a pas de...
toute façon, il y a la vraie version, c'est celle qu'il a rapportée. Ok, d'accord. Après, si je peux parler au nom d'un autre auteur qui est concerné, c'est Just Louis, qui a, lui, il a vu directement avec son éditeur et son contrat, il a dit, bon, moi je garde tous les droits sur ce que j'ai déjà fait en auto-édition, parce qu'il a déjà fait des one-shots de Red Flower précédemment. Enfin, il a vu ça tout simplement avec son éditeur, puis bon, lui il a une grande gueule, donc ça marche. Après, il faut réussir à marchander. Et c'est juste une histoire de contrat et de contact avec l'éditeur. Et au niveau du renouvellement des contrats, en fait, c'est comment? Genre, vous signez un contrat pour 3 tomes. Vous avez fini vos 3 tomes, mais l'histoire, elle n'est pas finie. C'est comment, en fait? C'est casse-gueule. Il n'y a pas moyen de renouveler ou... Ça dépend des marques. Attends que les trucs ça se vende bien. Une fois que ça se vend. Mais normalement, c'est pas 3 tomes et après, si ça marche, c'est plus pour Il faut récupérer les droits. Enfin, si jamais la série malheureusement ne marche pas, il faut récupérer les droits de la série. C'est toujours une histoire de contrat. Soit on va voir l'éditeur et j'aime bien récupérer les droits. Voilà. Soit il faut attendre, je pense, 5 ans pour que les droits tombent et que l'auteur récupère les droits. S'il n'y a pas eu de la part de l'éditeur de réédition. À chaque fois qu'il fait une réédition, l'éditeur, en fait, il s'achète le droit enfin, oui, il s'achète le droit de rééditer plus tard. En fait, si ça ne marche pas, il ne va pas le faire. Donc, généralement, on négocie avec l'éditeur, je veux récupérer les droits, ou alors s'il ne veut pas, on attend 5 ans. Et c'est ce qui s'est passé pour plusieurs éditeurs. Je me souviens plus qui exactement, mais c'était très récemment, il y a 5 ans. Il y a d'autres questions. Oui, éventuellement. Juste avant de démarrer ma question, je vais juste ajouter un petit point concernant le marché du manga français et son développement. C'est vrai qu'il y a 20 ans en arrière, quand ça a débuté à peu près à cette époque-là, c'était plus conceptuel. C'était vraiment casse-gueule, c'était anecdotique, on n'y croyait pas du tout. Et on s'est aperçu au fur et à mesure des années que le champ des possibles a commencé à évoluer, aussi bien que le style des différents auteurs sont arrivés beaucoup plus près, beaucoup plus enclins à satisfaire un certain public et certaines attentes. On se rend compte avec les passerelles aussi à l'étranger. On voit de plus en plus de mangas français s'éditer à l'étranger, s'exporter, allant jusqu'au Japon. Donc pour certains, c'est le champ des possibles qui continue à grossir. Et je pense qu'il permet aujourd'hui aux éditeurs de se projeter sur un réel potentiel, contrairement à l'époque où à part en vendre 500 ou peut-être 2000 si on force bien dans les conventions, aujourd'hui on peut éventuellement se projeter sur quelque chose de beaucoup plus grand. Ça c'était l'aparté du coup, et ma question c'est plutôt sur encore une différence qui existe et qui peut être amenée à changer dans le futur, notamment le métier de tanto, donc qui a parfois un rôle clé ou primordial dans la création du manga, notamment sur la plupart des grosses licences qui fonctionnent. Aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui n'existe pas officiellement. Est-ce que vous pensez que deux choses, d'abord, est-ce que c'est quelque chose qui finira par arriver quoi qu'il arrive, qui pourrait aider quand on a des délais à respecter ou une rigueur à tenir, ou alors d'autres sujets qui pourraient alléger sur de l'administratif ou de l'aide à plein de choses. Le tanto peut intervenir sur plein de sujets. Et du coup, mon autre question, c'est en tant qu'auteur, est-ce que vous seriez enclin à avoir un tanto, ou c'est quelque chose qui vous dérangerait d'avoir une personne qui vienne interférer dans votre création potentielle, ou d'avoir le sentiment d'avoir quelqu'un derrière vous? L'équivalent du tanto, c'est vrai que c'est un peu différent, mais le tanto en France, c'est l'éditeur. Normalement, l'éditeur, en fait, son travail, c'est le travail le plus intéressant de l'éditeur, c'est de discuter du projet avec l'auteur et d'avancer avec lui et de lui proposer des solutions quand l'auteur peine. Et c'est le rôle du tanto. Le tanto fait plusieurs choses. Il fait la cuisine, il fait les courses, je crois qu'en France, ce travail-là, les gens voudront le faire. Déjà faire un stage de photocopie, c'est pas très intéressant. Je pense que faire la cuisine en un auteur, c'est pas tout de suite. Mais oui, il faut qu'il y ait des gens qui soient derrière les auteurs. Et on en parlait tout à l'heure avec certaines personnes. C'est un auteur qui ne peut pas être tout seul. Enfin, c'est son premier lecteur. Il est déjà son premier lecteur, mais on a déjà la tête dans le guidon.
c'est pas simple, donc il faut qu'il y ait une autre personne qui soit là pour pouvoir lui éclairer la voie. C'est le rôle véritablement d'un éditeur et d'un tanto. Maintenant, le tanto au Japon, c'est vrai que quand on voit les séries à succès, le tanto, on dit il y a un bon tandem tanto-auteur. Il y a d'autres tandems dont on ne parle pas trop où ça marche pas en fait. Moi, je suis allé au Japon et j'ai parlé à des tantos où ils me disaient non, en fait, ça marchait pas du tout de tandem tanto-auteur. Donc en fait, c'est partout pareil. En fait, il faut qu'il y ait une bonne communication entre ces deux personnes, comme il faut un bon scénario. Enfin, quand on prend un truc bien franco-français, le Ciné Uderzo, ça marche très bien, et Astérix, ça marchait très bien. Il faut trouver l'équivalent en France. Mais voilà, c'est très difficile d'avoir le rôle de tanto, parce que c'est pas du tout la même culture non plus. Le tanto, c'est celui c'est le parrain, quoi. C'est le gars qui prend soin de son auteur. Les éditeurs en France, en fait, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils s'occupent de plein d'autres choses. Je ne sais pas véritablement quel est leur travail. Je peux d'autant plus le dire que quand j'ai fait mon manga, j'étais en résidence en fait dans la maison d'édition où ça a été édité, donc je connais vraiment toute la maison d'édition. J'avais mon éditeur à côté de moi, je savais qu'il faisait plein de travaux qui n'étaient pas en rapport directement avec l'auteur. C'est vrai que c'est très compliqué. C'est vrai, en France, on confond un peu tanto et éditeur. Alors, ce que je peux comprendre, le tanto, vraiment, il se focus vraiment que sur les auteurs. C'est limite c'est un co-scénariste. Hein. Alors qu'en France, l'éditeur, il doit à la fois gérer les auteurs et suivre les histoires, mais aussi, c'est l'intermédiaire, enfin l'interlocuteur de tous les autres intermédiaires, que ce soit le marketing, la com, les libraires, l'imprimeur, la distribution, etc., les salons, tout. Mais ouais, c'est vrai que ça serait bien, je trouve, de créer. Alors, du coup, ça serait l'éditeur qui devrait créer ce genre de poste. Je sais que j'ai un ami artiste qui a un super niveau. En termes d'histoire et de dessin, il est vraiment top. Mais il a peut-être pas un rythme de travail qui soit compatible avec le marché du manga. C'est-à-dire pour faire une série en continu. Et du coup, il réfléchissait peut-être à être tanto. Du coup, faudrait créer ce besoin. C'est clair, il y a peu de candidats. Et ça serait bien, pour un éditeur qui est un tanto général qui chapeaute plusieurs auteurs à la fois. Et du coup, ça laisserait un peu plus de temps libre pour l'éditeur. Et puis, mine de rien, du peu que j'ai pu faire quand je faisais quand je parlais un petit peu le scénario avec des potes auteurs, quand même pour débloquer des points, des nœuds, vraiment dans le scénario où on patine, mine de rien, faire des brainstorming avec quelqu'un d'autre qui a un niveau aussi. Du coup, j'en avais fait un avec un autre auteur sur mon tome 5 et ça m'a permis vraiment de débloquer. Donc avoir un tanto qui s'y connaissent un peu, qui soit un petit peu auteur aussi, qui ait cette affinité, ça peut être vachement bien. Parce que pour l'instant, l'éditeur, de ce que j'ai l'impression, il s'occupe juste de valider le scénar, c'est-à-dire si ça semble bien, voilà, il valide et puis on enchaîne, quoi. C'est-à-dire il va pas trop suggérer beaucoup d'idées, il va te laisser voir et puis tu lui envoies ton truc et si ça lui va, ça lui va. Et le peu d'exemples que j'ai pu voir où l'éditeur responsable éditorial il s'investit un petit peu en faisant des suggestions, en général, c'était pas tout ça, quoi. Donc, carrément, ça pourrait être une bonne idée, mais bon, il faut que le peu de candidats potentiels se mobilisent, quoi. C'est-à-dire vraiment fasse la démarche auprès des éditeurs. Et ça serait bien aussi, dans la même idée que les éditeurs, ils recrutent également des personnes qui soient vraiment assignées au taf d'assistant, peut-être pour plusieurs auteurs. C'est-à-dire quelqu'un qui savait faire de la 3D. Genre, il peut bosser sur les séries de 3 à 4 auteurs en parallèle, il fait hop les décors, il fait les vues, voire il sait faire un petit peu de 2D. C'est vrai que ça serait propre. C'est vraiment cool. En fait, donc, ce que je veux dire, c'est un peu pessimiste, mais c'est pas près d'arriver parce que s'il faut engager quelqu'un, de toute façon, ils n'ont jamais l'argent. Ils n'ont pas d'argent pour payer les auteurs, donc pour un temps, c'est bon. Le champ des possibles, ça viendra. Je dirais que c'est au choix. Après, c'est le tanto, on peut se le créer nous-mêmes en choisissant les gens qui nous entourent et en choisissant les gens avec qui on... Auto-tanto entre auteurs. C'est ça, entre ses amis, les gens avec un avis pertinent.
Et après, c'est au choix, c'est en fonction des personnalités. Il y a des gens qui sont très indépendants et qui n'ont pas forcément envie d'avoir, ou alors à quelques exceptions près, quelques personnes, parce que c'est quand même, pour certains, c'est assez personnel, c'est assez intrusif aussi. Et donc, voilà, j'ai perdu le fil. Mais bon, voilà, ça va me revenir peut-être. C'est clair qu'en France, je ne pense pas qu'on aura cet équivalent-là. Mais du coup, où est-ce que je prends appui, où est-ce que j'essaie de trouver en fait ce soutien-là? Bah, vous allez trouver ça un peu rose, c'est ma femme en fait. Donc je demande à ma femme souvent qu'est-ce qu'il pense de ce dessin-là, voilà. Et j'ai aussi demandé à ma famille aussi. Et je pense que c'est les plus sincères et les plus honnêtes justement sur ça. Après, derrière, bien sûr, je suppose peut-être que tu peux retrouver des choses chez les médecins pour ça. Vu que c'est les clients, ils peuvent aussi te faire des retours sur ce qu'il faut faire ou pas par rapport au dessin. Et bien sûr, il faut le prendre en compte. Donc voilà, on a un peu ces personnes-là dans l'entourage. Et c'est vrai que ce serait cool d'avoir ça en France, quelqu'un d'attitré pour ça, mais je pense que la réalité, à mon avis, elle est tout autre chez les éditeurs. Après, ça dépend de la relation éditeur-auteur. Il y en a qui sont très impliqués, d'autres qui laissent un peu plus couler. Donc, je dirais que c'est pas forcément qu'il y a pas de gens qui veulent être tantôt, mais ouais, je dirais que c'est en fonction des personnalités en fait.